Bonjour toutes et tous, enfin je vous ai déjà salué au moins pour la plupart. Alors, centres sociaux connectés, soyons connectés, restons connectés. Pour la Fédé Nord-Pas-de-Calais, c'est une histoire qui s'écrit depuis 2017. Je reprends un petit peu l'historique quand même. En effet, déjà à cette date, nous avons perçu l'évolution des institutions vers le numérique. Et la dynamique a d'abord été lancée sur la MEL, à titre expérimental et avec des fonds FEDER. Le territoire de la Flandre-Maritime, qui est proche d'ici, s'y est associé en 2019, portant le projet à l'échelle de l'ensemble des centres sociaux fédérés du territoire. Puis est arrivé 2020, 2021, la crise Covid. Chacun sait le désarroi dans lequel nous nous sommes trouvés, où un isolement important et vraiment un effet de sidération, et pourtant la vie continue. Comment maintenir le contact? Par le numérique, pour ceux qui possèdent le matériel et savent s'en servir. Au niveau éducatif, ça a été utilisé, et au niveau personnel aussi, individuel, et notamment les centres sociaux ont été très présents justement pour maintenir le lien. Est arrivée une décision de l'Union européenne de promouvoir des projets d'envergure portés par les régions pour intéresser et toucher un maximum d'habitants des régions. Et la région Hauts-de-France a réagi rapidement. Et je remercie d'ailleurs la présence de Christine Constant et Alexandre Triboulet, qui représentent la région des Hauts-de-France aujourd'hui. Plutôt que d'étudier une multitude de micro-projets au risque de territoires restent non couverts, la région des Hauts-de-France a sollicité la Fédération Nord-Pas-de-Calais et la Fédération des Pays Picards, nos voisins, pour écrire ce projet de vulgarisation, même si porter un tel projet n'est pas tout à fait dans les missions ordinaires d'une fédération. Et nous vous remercions donc, vous, les représentants de la région Hauts-de-France, pour cette initiative. Lors du projet, 150 centres sociaux ont répondu positivement, soit environ 85% du réseau fédéral, ce qui est quand même important. Pour la période de mai 2021 à mai 2023, le financement a été assuré à 80% par le FEDER. Les CAF et départements du Nord et du Pas-de-Calais ont versé 13% de la dépense, et le reste était assuré par la fédération et les centres sociaux. Une deuxième phase complémentaire est en cours de mai 2023 à mai 2025, donc jusque l'année prochaine, pour laquelle le financement FEDER est de 60%, avec toujours une participation des CAF et départements, et d'autant plus des centres sociaux et de la Fédé pour le solde. Les enjeux étaient et restent toujours importants. Une volonté des instances politiques régionales que chaque territoire anime un projet d'inclusion numérique en lien avec les problématiques locales et les partenaires locaux, ce que vous avez pu constater en déambulant dans les stands et en échangeant avec les représentants. C'est évident que tous ne sont pas représentés ici, mais dans tous les centres sociaux qui ont été concernés, il y a eu des actions, des activités qui ont été menées. Autre enjeu, c'était une réponse à cette nécessité d'essaimage de l'utilisation de l'outil numérique, qui a été si utile pendant la période Covid, malheureusement pas pour tous. D'où l'intérêt de cette action, même si les plus jeunes sont maintenant très à l'aise, pour ne pas dire trop à l'aise, avec cette forme de communication. Un autre enjeu, c'est la familiarisation avec les formulaires en ligne, du fait de l'accélération de la dématérialisation des institutions, que nous connaissons tous, qui est
une dématérialisation qui est une action catastrophique pour certaines populations les plus précaires. Et dans les centres sociaux, nous en sommes très conscients et nous le vivons au quotidien. La mise en place de services dédiés ne répond pas complètement à bon nombre de personnes. Et cette fuite du contact par les institutions renforce les inégalités sociales et paradoxalement accentue l'isolement de certaines personnes. Un autre enjeu non négligeable est de mettre en cohérence développement numérique et transformation écologique, comme bien d'autres transitions d'ailleurs qui apparaissent au fur et à mesure. Et cela a d'ailleurs été abordé lors de notre université de printemps pour une utilisation rationnelle et responsable de l'outil numérique. Ce comité de pilotage est l'occasion de mesurer et de valoriser le travail des centres sociaux de la Fédération Nord-Pas-de-Calais et le chemin parcouru depuis le début de cette aventure, et je dirais même de cette gageure. Il a permis que salariés et bénévoles soient en capacité de former, d'accompagner les adhérents des centres sociaux à l'utilisation de l'outil numérique et même plus. Les quelques expérimentations présentées expriment qu'il est possible d'appréhender l'outil de façon ludique et productive. Ce comité de pilotage permet aussi de construire la feuille de route pour l'année à venir et d'anticiper le futur, puisque le projet se terminera en mai 2025 et Thierry aura l'occasion d'en parler à la fin pour conclure notre rencontre. Et chacun sait que le travail est toujours à remettre sur le métier. Quelle forme lui donnerons-nous et avec quels moyens? La question va rester posée. Ce qui est sûr, c'est que le numérique fait maintenant partie intégrante du projet social de chaque centre social. Car le centre social est une unité qui rassemble de multiples ressources et forces au service des habitants et alimentée par les habitants. En quelques mots, le numérique est un outil au service des citoyens et pas seulement une facilité pour les institutions qui se doivent de respecter les citoyens en allant vers eux. Il doit devenir un outil de libération et d'émancipation et non un carcan qui enferme l'individu. Et les centres sociaux, dont l'essence même est l'accueil inconditionnel, l'accompagnement à la mise en œuvre de projets d'habitants, l'autonomie de chacun, pour permettre à chacune et à toutes et tous de participer à la légitime égalité sociale à laquelle ils ont droit. Pour terminer ce propos, je me dois, dans un moment particulièrement exceptionnel et anxiogène, de vous inviter et que vous puissiez inviter aussi vos proches et tous ceux que vous côtoyez à voter, bien sûr, et surtout à prendre en compte chez les candidats leur volonté et leur capacité, par-delà les idéologies avancées, à entendre et défendre sincèrement la parole de tous les habitants, à soutenir concrètement, et pas que par la parole, ceux qui pensent, ceux qui peinent le plus et sur qui il est tellement facile de taper parce qu'ils se taisent. Et à soutenir fermement la place des associations qui œuvrent à entretenir le lien social entre les habitants et vivent l'émancipation de tous. Et visent l'émancipation de tous. Et je dirais, on ne lâche rien. Merci Monique. Alors du coup, on va aller un peu plus dans le vif du sujet. Alors il y aura 3 parties à ce comité de pilotage pour pouvoir un petit peu vous présenter d'autres choses
et aller un peu plus en détail peut-être sur certaines choses qui nous ont été présentées. Donc on va commencer avec le projet et quelques chiffres. Ensuite, on va faire un focus sur les laboratoires. Et en dernier, il y aura un temps du coup un peu spécifique pour les questions et un temps d'échange. J'ai oublié de préciser avant de démarrer qu'on profite du comité de pilotage pour le filmer. Donc une petite caméra sur le côté parce qu'il y a des absents. Et donc du coup, vous connaissez notre amour pour les replays, notamment avec les webinaires. Donc on s'est dit qu'on allait tenter aujourd'hui. Donc du coup, je vais inviter Maxence et Pierre pour la suite. Bonjour à tous et tous. Bonjour à tous. Allez, c'est parti. L'idée c'était de vous proposer un temps de participation pour les chiffres clés au lieu de juste les sortir comme ça, d'utiliser via le téléphone portable un outil qui s'appelle Araslide qui permet de répondre à un questionnaire dynamique en ligne. Et donc je vais vous inviter à flasher le QR code ou d'aller sur le site araslide.com et je l'enverrai à CC pour vous connecter via votre téléphone portable. Si vous rencontrez des difficultés, il y a les coordinateurs qui sont dans la salle pour vous aider à vous connecter. Si vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez le faire avec votre voisin. Donc le code PEACC. Mélanie, du coup, s'abstient parce que c'est dans la première. Est-ce que tout se passe bien? Oui. Vous avez le visuel copile sans socio-connecté qui s'affiche ensuite. Il y a encore des personnes qui ont des difficultés pour se connecter. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc là, normalement, vous êtes invité à entrer votre nom. C'est pas anonyme. C'est un quiz. Non, c'est pas anonyme. Après, vous pouvez mettre un pseudo, si vous voulez. Si vous avez envie de Voilà, donc ça commence à s'afficher. Vous pouvez choisir aussi un petit personnage. le nom de Petite émoticône. votre numéro. Il reste encore une dizaine de personnes qui n'ont pas mis leur pseudo sur les 42 000 inscrits. Ça mouline la réflexion. Allez, il n'y a plus que 3 personnes. 4. Allez, on attend la dernière personne. On perd des gens, attention.
On va lancer la première partie pour que ceux de ceux nous rejoignent en cours de route. Je vais lancer la première question. Depuis quand la dynamique des centres sociaux connectés existe-t-elle? C'est ce qu'on dit. Centres sociaux connectés. Il y a 2017, 2019, 2021 et 2024. Il vous reste 30 secondes pour répondre. Plus vous répondez vite, plus vous avez de points aussi. Je tiens à préciser. Première idée pour les services. Tout le monde a répondu, je pense. Ça, si tu peux actionner. Eh bien, nous avons 39 bonnes réponses. Le projet existe effectivement depuis 2017, notamment sur la métropole lilloise. Il y en a 4, 6 qui n'ont pas exécuté le de se manifester. C'est peut-être des personnes qui ont rejoint le projet plus tardivement et ils ont pu leur expérience personnelle en exemple, j'imagine. Merci, on va passer à la question suivante. Donc un petit récapitulatif de ce que Pierre a pu dire. Démarrage du projet initialement sur la métropole lilloise, avec l'arrivée donc en 2019 d'une seconde vague dans les territoires de Fort-Maritime, du Douaisis, et qui ont continué sur cette dynamique. Et puis depuis 2021, les centres sociaux des deux départements se sont manifestés pour intégrer cette dynamique, et donc on se bien sur un financement européen FEDER qui se termine en quelques mois. Deuxième question. Jusque quand le projet Centres sociaux connectés sera-t-il déployé? Mai 2025, mai 2026, mai 2027. Bon, là, normalement, vous avez quelques indices quand même. On avait hésité à rajouter Habitat Aeternam, mais on s'avançait peut-être un peu. Il y a quelqu'un qui a une petite blague, je crois. 1 mai 2027. Il y a une personne qui en tout cas, vous avez une bonne réponse autour de 2025. Troisième question. Qui sont les financeurs du projet? Est-ce l'Europe avec les fonds FEDER, les CAP du Nord et du Pas-de-Calais, le département du Nord et du Pas-de-Calais, les centres sociaux eux-mêmes? Il n'y avait pas une seule réponse. On va peut-être passer à la question suivante. On remercie à cette occasion les financeurs du projet. Donc nous sommes bien effectivement sur un projet financé par l'Union européenne. Nous avons ici la région Hauts-de-France. Donc on parle bien de l'opération de sociaux connectés à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais, en lien aussi avec les pays picards qui sont dans cette dynamique. Les départements, ils sont présents aussi, les CAF aussi, et puis les centres sociaux financent, les co-financent aussi une partie des postes. On ne les voit pas, les centres sociaux. C'est via la fédération.
de personnes est composée l'équipe d'ingénierie au 31 mai 2024? Donc 10 personnes, 12 personnes ou 15 personnes à l'heure actuelle. C'était bien 15 personnes. Donc, voici l'organigramme qui est aussi à disposition à l'entrée, donc avec chef de projet et coordinateur par territoire, sans oublier le soutien administratif, parce que le volet administratif et financier est non négligeable. Je pense que vous êtes conscient qu'il n'est pas toujours évident de mettre des noms et des visages sur l'ensemble de l'équipe. Il y a aussi la communication et ressources et développement qui sont aussi en appui du projet. Combien de personnes les chargés de transition déploient le projet sur le territoire? Donc les chargés de transition présents dans les centres. On a 24, 34 ou 44. Et donc ils sont au nombre de 44. Tous ne sont pas présents aujourd'hui car ils sont, pour certains, en atelier, en animation ou en formation pour certains. Et en tout cas, ils sont sur le terrain, et ce sont eux aussi qui déploient au quotidien le projet. On les voit tous ici, sur les différents territoires. Certains ont 2, 3 ou 4 centres sociaux, donc c'est quand même pas évident quand on a comme ça mutualisé sur différentes structures. Ça fait beaucoup de monde accompagné, ça occasionne pas mal de déplacements. Donc c'est une dynamique à avoir et vraiment on les félicite pour ça, pour le travail qu'ils font au quotidien avec les équipes, les bénévoles, les habitants. Alors, quel est le pourcentage des centres sociaux de la région qui sont embarqués dans le projet Centres sociaux connectés? 65%, 75% ou 85%? On parle bien des centres sociaux fédérés. Tout le monde a répondu. 85% des centres sociaux fédérés de la région participent à l'opération. On passe plus souvent à et donc, on est effectivement sur les 150 participent à cette dynamique. Combien de laboratoires sont-ils expérimentés? Est-ce qu'il y en a 1, 2, 3, 4 ou 5? On va les faire exploser à l'entrée ceux qui sont passés sur les stands.
a démarré à l'automne. Et puis on va revenir dessus, ça sera détaillé un peu plus tard par Mélanie. En tout cas, on avait une partie du matériel et expliqué à l'enfant. Il y a le labo aussi santé inclusion, donc là il s'est déroulé il y a peu de temps sur le premier, voilà, pas très loin d'ici. La web radio, c'est en haut, et puis le laboratoire d'intelligence artificielle. Et le petit premier qu'on raconte aussi, la boussole, donc là le plateau qu'on a vu là, ça a été travaillé en fait lors de 2 laboratoires, et on l'expliquera aussi tout à l'heure plus en détail. 8e question. Quel est le nombre total de participations enregistrées cette année? 23 508, 25 905, 27 806 ou 29 999. Donc c'est sur les événements, les ateliers, les formations, l'ensemble des actions qui sont proposées dans vos territoires. Trois bonnes réponses. Mais effectivement, plus de 25 000 personnes comptabilisées sur l'ensemble des ateliers, événements, temps forts pour cette année. Alors, c'est 25 000 personnes. C'est combien d'ateliers ont été réalisés? Est-ce qu'il y en a eu 1562, 1650 ou 1703 ateliers proposés? C'était 1562. Merci, vous avez été très généreux. Vous avez dit 1703. La toute dernière question, qu'avez-vous pensé du quiz et de l'outil utilisé pour présenter le projet? Donc là, vous mettez une note entre 1 et 5. 5, c'est parce que vous avez adoré. 1, c'est que vous avez été moins pertinent. Je n'avais pas en tout cas à l'animation. Alors, vous avez en majorité apprécié l'animation, donc on vous en remercie. Merci à vous. Cet outil est gratuit les gagnants, le gagnant c'est Lou. Bravo à Lou. C'est Louis. C'est le chargé de communication du projet. Merci Maxence et Pierre. Donc du coup on va enchaîner sur la deuxième partie. Enfin juste en dessous, donc là ensuite après la présentation du projet, on va venir un petit peu sur les chiffres pour vous présenter un petit peu donc, sur l'ensemble du projet. Donc 25 905 participations, là je sens que je vais avoir un peu de mal. 237 ateliers destinés aux salariés. 5 951 bénéficiaires uniques, 1562 ateliers. Alors je vais revenir un petit peu unique, c'est pour ça qu'on demande les dates de naissance par exemple, justement pour pouvoir le savoir. Ce qui montre à peu près que les personnes viennent en moyenne à 5 ateliers. Elles reviennent 5 fois par atelier. 5, désolé pour l'erreur, 5 laboratoires d'expérimentation, 1152 ateliers auprès des habitants, 323 événements,
Et ensuite, 247 ressources au 31 mai, du coup, que vous pouvez retrouver du coup, sur le site internet. Voilà, de manière très rapide. Et donc, du coup, on va poursuivre avec un focus sur les laboratoires. Et donc là, je vais inviter les coordinateurs à venir justement... Ah non, il a encore participé, pardon. Donc là, la répartition en âge, on est en majorité sur un public 26-59, soit 34%, et après sur les autres tranches d'âge, on voit que ça s'équilibre. Et on est sur un public majoritairement féminin, qu'on accueille lors des événements, lors des ateliers. Voilà, donc ça c'était un petit focus aussi pour vous montrer la répartition des personnes qu'on accompagne lors des événements et lors des ateliers. Du coup, pour la suite, on va... Donc là, c'était Maxime, de mémoire, pour présenter un petit peu la genèse des laboratoires. Et ensuite, je vais inviter chaque coordinateur à venir enchaîner sur vos parties respectives. Merci. Bonjour. Donc, sur les laboratoires, donc en fait, pour présenter un petit peu la démarche, pour celles qui ne connaissent pas forcément, c'était l'idée de se retrouver sur des sujets globalement sur une journée complète, la plupart du temps, et sur des thématiques qui reviennent souvent dans les centres sociaux et sur lesquels on a besoin du temps pour réfléchir ensemble. Comme c'est écrit un peu là, c'est vraiment partager les expériences, travailler ensemble sur ça veut dire quoi tel ou tel sujet aujourd'hui dans un centre social. Et donc sur les 2 années qui viennent de passer, enfin sur le temps qui vient de passer plutôt, on a les 5 thématiques là, qui ont été développées dans les centres. Donc la boussole numérique qui est là, vous avez la version finale, on va dire, qui est présentée derrière si vous ne l'avez pas encore vue. Web radio, low-tech, intelligence artificielle et santé inclusion. Donc là on est vraiment sur des thèmes qui reviennent dans les pratiques et sur lesquels on a besoin de réfléchir ensemble. L'avantage aussi de ces formats-là, c'est qu'on peut se retrouver et naviguer un petit peu partout en Nord-Pas-de-Calais. Là, pour prendre le dernier exemple, le labo santé et inclusion, c'était à Dunkerque, par exemple. Donc ça permet aussi de voir un petit peu les collègues de ce territoire-là. On essaye de doubler aussi et de s'adapter aux demandes. Par exemple, l'intelligence artificielle, il y avait vraiment beaucoup de demandes, donc on en a fait un dans le nord de l'île et un dans le sud de l'île, pour faire simple. Ça permet vraiment de répondre à toutes les demandes. C'était un peu pour introduire. On va continuer un peu web radio, par exemple. Là, il y a une formation qui est en cours, là, et on va continuer des événements autour de ce thème-là. Et on essaie vraiment de s'adapter. Voilà, c'est pas on pourra ressortir d'autres sujets peut-être par la suite. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait plusieurs étapes sur ces thèmes-là. Et j'insiste, c'est aussi la rencontre entre les salariés qui travaillent dans différents centres avec des problématiques différentes, des bénévoles bien évidemment qui sont aussi les bienvenus. Et c'est souvent la plupart du temps des moments très riches d'échanges où évidemment on a un thème central, mais bien sûr on bifurque sur d'autres thématiques. Du coup, je ne sais pas qui prenait dans les collègues la présentation de la suite sur la web radio par exemple, sur la boussole d'abord. Donc, c'est Mathias qui va vous présenter ça par une adresse de la partie. Bonjour. La boussole, l'origine de ce premier labo, c'est qu'en 2021, en fait, on a été, de 2021 à 2023, on est accompagné par un cabinet sur la partie évaluation du projet, qui s'appelait donc Itinéré. Et qui a en fait concentré par souci d'efficience son évaluation sur une partie des territoires qui au demeurant était une démarche fort intéressante, mais ce qui a laissé du coup de côté sur la démarche d'évaluation un bon nombre de centres sociaux. Et donc on s'est assez vite posé la question comment faire pour avoir quand même une démarche d'auto-évaluation et d'auto-positionnement en fait, vis-à-vis du projet numérique, de la trajectoire du projet numérique dans le centre social. Et on a commencé à réfléchir à un premier outil pour poser un premier diagnostic dans le centre social.
c'est passé par un questionnaire, en fait, simplement qu'on a construit autour de questions. Donc déjà, on était dans une première démarche avec collective avec un noyau de chargé de transition numérique, de coordinateur pour établir ces questions-là. Mais on s'est assez vite aperçu qu'en fait, il manquait quelque chose d'assez essentiel. C'était l'échange et le débat qu'on pouvait avoir autour de ces questions-là. Donc on s'est remis au boulot autour de ça et on a créé donc un premier laboratoire. Alors je ne sais même plus si à l'époque on appelait déjà ça laboratoire, c'est vraiment cette première démarche en fait qui a donné naissance aux autres. Et là on a rassemblé tout le monde pour mettre en place un outil très concret qui puisse parler aussi à un maximum de personnes. C'est-à-dire que dans cette démarche-là, on n'est pas du tout sur un format entre soi. L'idée, c'est vraiment de l'ouvrir à une multitude d'acteurs qui peuvent être concernés par les censures. C'est un super présentateur aussi. Et donc, on a voulu ouvrir cet outil autant aux bénévoles, aux salariés qu'aux habitants. Et on a donc au fil de 2 laboratoires entrecoupés de démarches aussi de tests, d'expérimentation dans les centres sociaux, on a pu réaliser cet outil-là, en effet, qui est maintenant dans sa version définitive. Je ne saurais même plus dire combien de versions on a eu entre deux. Et c'est aussi ça, en fait, le labo, c'est d'abord un lieu d'expérimentation, et on a fait ces allers-retours aussi dans les centres sociaux pour pouvoir avoir un maximum de retours d'expérience. Voilà, c'était vraiment la première réalisation issue d'un laboratoire. Et donc, pour conclure, sachez que voilà, ce format que vous venez de voir là, en tapis de jeu, en fait, il est aussi accompagné d'un guide d'animation en fonction des configurations d'animation dans lesquelles on se trouve. Et tout ça est disponible à la fois en ligne aujourd'hui, sur la plateforme ressources que je pense que vous connaissez, et également matériellement, on a 4 tapis comme ça qui sont disponibles au sein de la fédération, qui sont à disposition de tout le réseau. Je profite de ce copie aussi pour passer l'info, parce que c'est vraiment tout frais, vous avez monté plus une fois. Au prix de 1 700 €. Ça, je ne veux pas dire, on en discute de grève. Voilà, merci. Je ne sais pas qui est le web radio, je crois. C'est le web radio, je pense. Bien sûr, le web radio. Bon. C'est du son dans le web radio. Donc, effectivement, les web radios, on est parti d'un constat double. La première, c'est sur la précédente opération, 2021-2023, on avait mis en place des formations à l'éducation, aux médias et à l'image, avec notamment un phénomène assez récent, la question de l'infobésité, le fait de recevoir énormément d'informations en continu, beaucoup d'informations, et on sait combien le contexte actuel fait qu'on en reçoit encore plus. Et se dire aussi, voilà, en tant que centres sociaux, comment on se saisit cette question et d'un outil démocratique. Et le deuxième propos, c'est de se dire que finalement, on a un certain nombre de web radios qui sont déjà dans le réseau, que ce soit le centre social qui, une fois par mois, anime un petit podcast sur sa page Facebook, au centre social qui a envie de porter une web radio qui est diffusée 12 heures sur 24. Vous avez eu un exemple avec Maxime sur les centres sociaux de Mazingarbe, Justice est présent. Et l'idée, en fait, c'était de pouvoir se partager un petit peu ces ressources au sein du réseau. Donc on a mis en place 2 formats laboratoires qui ont conduit à plusieurs choses. La première, ça a été de créer un kit complet. Voilà, j'ai envie de monter ma web radio dans mon centre social. Voilà, quelles sont les étapes concrètement pour pouvoir monter de l'achat de matériel à comment mobiliser les habitants autour de cette question. On a également du coup investi dans une malle qui était visible sur le stand là-bas, qui circule du coup un petit peu à travers toute la région, qui permet du coup de tester au sein de sa structure une web radio, voir un petit peu voilà, comment ça marche, comment ça peut attirer les participants. Et également, du coup, on a une formation qui s'est montée, où on est sur une formation de 7 jours, c'est ça 6 jours, merci. Où là, c'est vraiment de structurer sa web radio. Ça va de la partie historique, c'est quoi la radio, comment s'est constituée la radio, à comment voilà, je structure ma web radio et j'accompagne le projet des habitants au sein de mon centre social. Donc ça a permis voilà, de décliner un petit peu là-dessus. Et puis on a deux perspectives là, à venir sur ce chantier. Le premier, c'est de mettre en place un concours à l'échelle régionale
pour justement que les web radios s'associent ensemble avec un certain nombre de petits podcasts à réaliser. On ne va pas dévoiler le secret, mais voilà, des petits exercices finalement avec un nombre de points pour se challenger un peu sur cette question-là. Et puis la seconde, c'est aussi dans les perspectives d'évolution de notre plateforme ressources socioconnectées, de pouvoir avoir un espace où les centres sociaux pourraient venir aussi mettre les podcasts qu'ils ont créés et du coup de pouvoir se les partager aussi. Donc c'est vrai que sur les podcasts, c'est hyper large. Ça va de l'habitant du quartier qui est passionné de cinéma et qui a envie de partager le dernier film qu'elle est allée voir, à quelqu'un qui veut partager la vie de son quartier, aller interviewer le commerçant ou parler, je ne sais pas, du problème de pauvreté. Enfin, ça peut être hyper large finalement et c'est un outil très intéressant et assez facile à mettre en place finalement au sein de sa structure. Voilà sur le web. Les low-tech. Alors, sur la partie low-tech, même chose, on est parti un petit peu du constat de la précédente opération, 2021-2023, qui a permis d'accompagner et structurer un certain nombre de Repair Café à l'échelle régionale. Donc, Repair Café, j'ai mon grille-pain, j'ai mon micro, mon aspirateur qui est en panne. Je viens rencontrer des bénévoles et puis on essaye de le réparer ensemble. Pour nous, le sens, il est double, hein. Il y a un enjeu forcément environnemental, réparer plutôt que de jeter, mais aussi et surtout, c'est la question du lien social. C'est pas je viens déposer mon objet et je le sors et puis on voit si on le répare, mais vraiment on essaye de faire ensemble. Alors on a effectivement des personnes qui disent ouh là là, non, j'ai pas envie de toucher, mais par contre on est là et on dialogue, on crée du lien social autour de la réparation d'objets, et on a aussi des personnes qui ont envie carrément de se lancer, qui avaient juste besoin d'avoir des petits conseils avisés, et là c'est vraiment l'apprentissage de la réparation. Donc par contre, ce constat et d'un certain nombre de Repair Café qui ont été accompagnés, on a voulu se saisir de cet usage des low-tech, qui est quelque chose de compliqué à saisir, à définir, mais finalement qui est hyper simple. C'est comment on repense nos usages de la technologie de manière générale et comment on fait un petit peu un pas de côté. À la fois dans son sociologie, on est en veille constante sur, on en a parlé, l'intelligence artificielle, les casques à réalité virtuelle, voilà, tout ce qui peut sortir en nouvelles technologies, mais aussi d'avoir une vigilance sur l'impact environnemental que peuvent avoir toutes ces technologies, et aussi comment les habitants peuvent s'en saisir concrètement au quotidien. Parce que un casque VR à 500 €, c'est pas tout le monde qui va se l'acheter, et d'ailleurs qui en aura besoin dans son quotidien. Donc l'idée des low-tech, ça a été de pouvoir sourcer un petit peu tout ça. Dans les exemples, dans le réseau, on a les centres sociaux du Boulonnais qui, il y a quelques années, avaient accompagné sur la période du confinement le déploiement des Raspberry, ces mini-PC qui ont permis d'équiper des collégiens, des étudiants à très bas coût, finalement. Là, on est clairement dans l'usage des low-tech, c'est repenser cet usage technologique. Donc on a mis en place deux laboratoires également sur cette question, et puis on a une formation qui est en cours. Du coup, avec un modèle un petit peu expérimental, on est sur un format hybride, avec des journées en présentiel et des journées en visio. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se saisir un petit peu de toute cette thématique, et puis derrière, de voir comment on se l'approprie dans les centres sociaux et comment des collectifs d'habitants peuvent du coup envisager de créer, de construire. Donc là, on a un exemple en photo qui est un four solaire, mais ça peut être plein d'autres usages, et je pense notamment en lien avec les ateliers jardinage, permaculture, qui se développent de plus en plus dans nos structures. C'est aussi comment on repense un petit peu tous ces usages, ces utilisations. Pierre, pour l'intelligence artificielle. Donc pour moi, on binôme pour parler de l'atelier intelligence artificielle. C'est ça, parce que du coup, un peu comme vous l'avez présenté tout à l'heure, ce labo il a été répliqué en fait. Donc c'est ce que disait Maxime tout à l'heure. En fait, il y a eu vraiment un engouement autour de la question de l'IA. Donc les centres sociaux se sont aussi saisis de cette question via toutes les problématiques qui puissent se lier à l'IA, mais aussi tous les avantages aussi. Il n'y a pas forcément que des points négatifs. Et du coup, il y a eu un premier labo sur le nord du territoire, qui a eu, donc on a vu qu'il y avait vraiment énormément de demandes en fait, par rapport à cette thématique. Et du coup, on a voulu le répliquer sur le sud du territoire pour pouvoir essayer de donner un maximum de réponses à tous ceux qui étaient intéressés. Donc c'est pour ça qu'on a intervenu aussi à deux. Du coup, pour revenir un petit peu sur
l'objectif de ce labo, c'était essentiellement de pouvoir sensibiliser à ce que c'est l'IA, parce qu'on en entend partout et sur n'importe quel sujet, et au final, qu'est-ce que c'est vraiment? Donc ça nous a permis aussi de pouvoir échanger sur la question, peut-être les craintes, ou alors les envies aussi de chacun, de présenter aussi l'historique de l'IA, donc à travers la bataille de l'IA, qui a été créée par Latitude. Et puis dans cette journée, ça nous a permis aussi de pouvoir échanger autour des envies de chacun, autour de l'utilisation en fait, qui puisse être faite par chacun, donc qu'il s'agisse des habitants ou qu'il s'agisse, donc quand je parle des habitants, c'est essentiellement aussi autour de la question de l'éducation au sein des écoles, mais aussi au niveau des salariés. Potentiellement, il y a l'avantage qui peut être gagné à la rédaction de rapports, des choses comme ça. Donc on a échangé, on a pas mal échangé, c'était des journées très 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 instructives où ça nous a permis vraiment de créer aussi du lien entre les différents acteurs. Il y avait donc CTN, salariés, il y avait des directions également qui étaient intéressées par le sujet, il y avait des bénévoles, des référents, oui aussi. Voilà, un petit peu, et donc peut-être que je te donne la suite pour dire ce qui en est ressorti. Donc là, à l'issue de cette première journée, on était sur un format assez long, dans le sens où on était plutôt sur du 9h, 16h, pour pouvoir creuser les choses tranquillement. Donc après, c'est les différentes ressources qu'on a pu mettre en place pour faire cette première sensibilisation interne. L'idée, c'est qu'on a compris qu'il y avait beaucoup d'attentes, qu'on n'avait pas pu répondre à toutes les attentes, qu'il y avait des enjeux différents selon les profils de poste. Un directeur de structure n'allait pas se saisir de la même façon qu'un agent d'accueil, un référent famille. Donc là, on est en train de réfléchir à proposer une session 2 pour aller plus loin maintenant dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment l'utiliser au quotidien dans ces métiers, pour faire un rapport d'activité, pour générer une affiche, pour générer un post Facebook, LinkedIn, Instagram, sur vraiment des tâches concrètes du quotidien, pour mettre en place peut-être des tutoriels là-dessus, et donc proposer des temps de formation et de sensibilisation à cet outil, en prenant en compte les avantages, les limites, les inconvénients, et puis de pouvoir proposer peut-être des outils clés en main à utiliser dans les centres, notamment pour faire de la sensibilisation grand public. Donc on réfléchit à la fois sur le volet finalement formation des salariés, mais aussi comment on peut évoquer ces sujets-là avec le grand public. Donc là on fait une deuxième session de labo sur vraiment rentrer un peu plus dans le dur, dans le du sujet, et réfléchir aux supports et aux outils qu'on pourrait mettre en place, quitte à aussi avoir un temps fort dans l'année à venir autour de cette question-là, parce que ça se fait aussi des questions d'éthique autour des transitions énergétiques, sur l'utilisation, le coût énergétique en tout cas environnemental de l'utilisation de l'IA. Mais aujourd'hui c'est gratuit, en tout cas on peut y accéder tout à chacun facilement comme ça, sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Donc c'est des sujets qu'on ne peut pas mettre de côté et s'en saisir avant qu'ils se saisissent de nous. Et également, du coup, pendant ces labos, il a pu être présenté aussi les différentes IA qui existent, parce qu'on connaît tous un peu ChatGPT, mais en fait, il en existe tellement plein d'autres, et sur des thématiques, enfin des sujets différents. Donc, il y a la rédaction, il y a des IA qui servent à la rédaction, il y a des IA qui servent à la génération de vidéos, des IA qui servent à la génération d'audio. Et du coup, ça a permis aussi de présenter aussi toute cette diversité qui est proposée autour de l'intelligence artificielle et des logiciels qui sont proposés, de aussi discuter de ce qu'il y a derrière chaque IA, qu'est-ce qui est développé derrière ChatGPT, enfin, qu'est-ce que ça inclut d'utiliser ChatGPT, qu'est-ce que ça inclut d'utiliser une autre IA. Il y a des IA aussi qui sont un petit peu plus empathiques. Enfin, voilà, donc c'était aussi, ça a permis aussi de pouvoir échanger autour de cette diversité de ressources qui est proposée actuellement et d'y voir un petit peu plus clair aussi. Merci.
Du coup, moi, je vais vous présenter le labo santé qui a eu lieu à Dunkerque il y a quelques jours. Donc, le labo santé, tout de suite, on se dit quel est le rapport avec le numérique. Mais il y a pas mal de projets dans les centres sociaux qui sont en lien avec le numérique et la santé. L'idée, c'est de pouvoir valoriser ces projets, de pouvoir créer un temps d'échange. Et pour nous, c'était aussi l'occasion de sortir de notre zone de confort autour du numérique et de montrer que dans les centres sociaux, on travaille en transversalité au quotidien et sur toutes les transitions. Donc ce temps d'échange a eu lieu du coup à l'espace santé du littoral à Dunkerque. Ça a rassemblé une trentaine de personnes. Il y avait un petit peu tout, il y avait des conseillers numériques, mais pas que, il y avait des salariés, des directions et des référents de santé, famille. Du coup, l'idée c'était que chaque centre qui a un projet en lien avec la santé numérique puisse venir un petit peu présenter et inspirer les autres. Donc il y a eu le projet qui est sur le centre d'Avignon avec les impressions 3D au service de l'autonomie des personnes. Il y a eu le projet qui est porté ici par notre ami Claude avec tout ce qui est handicap et numérique. Il y avait la BF France Handicap qui était là aussi pour valoriser le partenariat avec les centres sociaux. Il y avait le projet des affiches parlantes qui a été présenté, donc un petit QR code à scanner sur chaque affiche pour pouvoir avoir les infos quand on n'est pas capable de lire correctement une affiche. Voilà, l'idée c'était de se documenter, échanger là-dessus. Et l'après-midi, il y avait un temps d'échange sur comment on peut aller un petit peu plus loin sur les projets de santé, quelles sont les problématiques rencontrées dans les centres sociaux et comment on peut y répondre. Donc ce qui est ressorti de tout ça, c'est qu'il y a quelque chose après sur les risques psychosociaux, sur la posture aussi qu'on peut avoir par rapport à des problématiques liées à la santé. On n'est pas forcément toujours outillé ou on n'est pas toujours forcément à l'aise, donc quelque chose à travailler en lien avec le pôle santé de la fédération. Et en dernier, l'idée c'est de pouvoir approfondir tout ça dans un prochain labo qui aura lieu avant la fin de l'année, et ce labo va aussi être dupliqué sur les territoires du centre d'Avignon parce qu'on s'est rendu compte que de le faire à Dunkerque c'était pas forcément évident pour l'autre partie de la région. Donc on est en train de travailler à ça avec mon collègue Sébastien pour proposer une date d'ici fin septembre sur la centre d'Avignon. Voilà. Merci. Merci Romain. Merci à chaque coordinateur justement d'avoir pu présenter le laboratoire. J'espère que c'est plus clair du coup sur c'est quoi un laboratoire et qu'est-ce qu'on y fait derrière chaque thématique. Avant de poursuivre le temps d'échange et de questions, déjà je voulais remercier l'ensemble de l'équipe pilotage et également tous les chargés de transition qui mettent en place le projet sur les territoires. Remercier chacun d'entre vous d'être présent aujourd'hui. Excuser la CAF du Nord et du Pas-de-Calais, les départements du Nord et du Pas-de-Calais qui ne sont pas présents aujourd'hui, qui sont excusés. Et donc du coup, enchaîner avec le temps d'échange et de questions. Je ne sais pas si la région souhaite par exemple intervenir. Allez, c'est parti. Non, déjà vous féliciter comme d'habitude pour le travail accompli. Ce qu'on laisse aujourd'hui passer comme message, c'est que ce qu'on voit de la dynamique des fonds sociaux connectés, c'est qu'aujourd'hui vous allez bien au-delà du numérique. On voit des choses qui se font sur la transition verte, sur la santé numérique. Voilà. Aujourd'hui, vous apparaissez, et ça peut être une piste pour la suite, vous apparaissez plus que des centres sociaux connectés, vous apparaissez comme des lieux de proximité sur les transitions de manière générale. La transition numérique en est une, la transition environnementale en est une autre.
Donc voilà, c'est peut-être un sillon à creuser, c'est que plus que des centres sociaux connectés, vous êtes des lieux de proximité pour traiter avec les habitants des différentes transitions qui peuvent impacter leur vie au-delà du numérique dans leur vie quotidienne. Donc ça, c'est sans doute quelque chose à creuser pour la suite, notamment, et ce sera le nerf de la guerre pour élargir l'éventuel cofinancement que la dynamique pourrait obtenir. Sur tout le reste, bravo, parce que vous arrivez à chaque fois à réinventer la dynamique au regard des nouveaux sujets. J'ai un directeur qui est très attentif sur la thématique de l'IA. Je vois que vous y travaillez visiblement depuis quelques temps, à la fois sur le volet interne pour les centres sociaux et pour les habitants. Donc ça également, c'est quelque chose qui est important et que la région va chercher également à développer. Donc voilà, mon message, c'est continuer à explorer de nouveaux sujets, travailler sur ce marketing, de dire que les centres sociaux sont des lieux pour accompagner les transitions. Et nous-mêmes, de notre côté, on travaille aussi pour les pistes et les suites. Idem. Idem que mon collègue, félicitations, franchement, évolution. Et puis avec aussi, en perspective aussi, vos collègues de la Picardie qui sont là aussi. Donc, ils vont intervenir après. Non. Donc voilà, parce que forcément, nous, on a une vision Hauts-de-France, bien évidemment, donc on suit cette question-là. Alors les transitions à un nom, il y a un code d'accès aux transitions numériques à la région, ça s'appelle REF3, qui est très cher au président de région. Alors, REF3, ça a été créé énormément basé sur la question de la décarbonation, l'économie. Donc on en fait avec mes collègues, parce que je suis référente REF3 également sur le pôle dans lequel je suis, avec le directeur général adjoint qui s'appelle Cyril Laurent. Je suis dans un pôle solidarité à la région, et je travaille avec mes collègues de la mission numérique. Et donc on travaille sur cette question d'élargissement de REF3 à la question du citoyen. Donc la fédération a un petit budget là-dessus. Donc on essaye justement aussi d'élargir au titre du droit commun ces questions de transition, parce qu'on a beau travailler sur l'écologie, si l'habitant, j'aime bien le dernier kilomètre, mais c'est un peu cette idée-là, donc c'est un travail que peut-être on peut ouvrir ensemble sur ces sujets-là. Quelque chose qui parle tout de suite en matière de transition, et ce qui sort de la région en ce moment, c'est l'accès au matériel. Donc je rebondis sur notamment le NOTEC, qui est, je veux dire, une des choses un peu plus visibles, je veux dire très visible sur la question du reconditionnement, du réemploi des matériels. Je ne parlerai pas de recyclage, on va aller après à le recyclage. Donc nous on était intéressés, et j'avais justement par rapport à cette question de NOTEC, etc., la question de la réparation, la formation à la réparation, c'est quelque chose qui nous intéresse. D'ailleurs, on va lancer un appel à projet dans quelques 3 semaines. Donc sur ces sujets-là, parce que ça nous intéresse d'expérimenter et de travailler hors les murs, c'est d'aller vers. On a des personnes âgées, etc., qui ne peuvent pas se déplacer, il faut simplement réparer un petit truc sur l'ordinateur pour que ça marche. Donc c'est des questions complètement d'actualité, et ça parle à REF3 parce que c'est aussi des codes de circulaire. Donc il ne faut pas oublier l'usage, mais effectivement l'accès au matériel en ce moment est aussi un sujet. D'ailleurs on va sortir les 2500 équipements appartenant au conseil régional des 15 de la région. Donc on sort des équipements très conséquents et qui pourront peut-être, on l'a souhaité, je le dis ici, parce que j'ai travaillé sur ce sujet avec mes collègues de la DSI, on va obliger les personnes qui vont récupérer le matériel de la région à aller partir vers des obligations d'aller vers des lieux de médiation, vers des endroits, et donc vous faites partie de cet écosystème, donc vous aurez des gens qui viendront vous voir via ces accès au matériel.
Donc c'était des sujets d'actualité, mais je vais quand même en parler ici. La question du matériel, et vous le savez mieux que moi, est encore une question. Bien sûr, il y a les collègues de Maïs Connect, il y a d'autres collègues, mais c'est encore une question qui nous préoccupe ici. Voilà, et encore félicitations par rapport à tout ça. Et puis, je vous parie que mon collègue, l'évolution vers la transition. Du coup, un petit oubli de ma part, c'est vrai que je remercie également la Fédération des PPK avec lesquels on travaille en commun sur la partie ressources, laboratoires, etc. Ce qui permet justement d'essaimer d'autres sujets, de travailler ensemble, enfin voilà, il y a des temps réguliers avec la Fédération et donc du coup je tenais à remercier mon homologue qui est venu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des choses qui... Voilà, des personnes qui aimeraient s'exprimer avant que je passe le micro à Thierry pour conclure. Est-ce qu'il peut écouter son parole? Pas d'autres remarques, questions, échanges? Ok. Bon, maintenant j'y vais. Oui, je vais m'associer au remerciement déjà à la présidence de Pro de nous avoir accueillis. 2017, aujourd'hui dans le quiz, Monique en a parlé, 2017 avec cette première idée de dire qu'il faut que les centres sociaux s'emparent résolument du sujet de la fracture numérique. D'ailleurs, c'est aussi bien, puisqu'on est en terre boulonnaise, de rappeler également que ça avait été dit, je pense pas, si on a dit que les Boulonnais étaient aussi dans les premières vagues de centres sociaux connectés avant qu'on soit sur la notification et la généralisation. Donc, quand on a cette idée-là d'y aller, on rencontre également une région, qui a le FEDER notamment, mais une région qui a envie d'y aller avec nous en disant oui, sur cette histoire de la fracture numérique, de la relation d'habitants au quotidien, il n'y a pas 50 000 acteurs et les centres sociaux sont des acteurs à aller chercher, et notamment la directive de l'époque, Isabelle Zeller, qui depuis est partie là, de d'autres raisons puisqu'elle est à la retraite, mais elle a tellement kiffé les centres sociaux qu'elle est maintenant administratrice de la Fédération nationale des centres sociaux. Oui. Donc c'était important qu'on ait cette rencontre avec la région, mais aussi d'autres qui nous ont suivi finalement une première phase assez facilement, les deux CAF et les deux départements, des communes en appui également aux centres sociaux sur leur territoire. Aujourd'hui, je vais féliciter l'équipe, tout le monde l'a fait, mais également rappeler que l'équipe de Mélanie, mais aussi jusqu'au début janvier, autour de Camille Julien, qui était notre chef de projet avant et qui, elle aussi, est partie vers d'autres horizons. Elle est retournée dans sa collectivité locale d'origine, mais en tout cas, Mélanie, et je la félicite, a pris cet enjeu-là et ce boulot-là dans sa complexité. Mener une équipe, mener un projet à l'échelle de département en lien avec les collègues des PPK et de la GPI. Elle a pris ça en même manière très brillante avec l'ensemble de l'équipe que vous avez vu présenter les différentes activités de l'année. Je sais qu'il y a un sujet qui est important. D'ailleurs, Alexandre et Christine ont commencé à en parler. C'est quand on s'est lancé, Monique l'a dit tout à l'heure, quand on s'est lancé sur ce projet d'envergure de massification de la fédération, on n'a pas vocation à apporter un projet d'envergure de ce type-là, un projet de massification, parce qu'on estime également que dans les compétences des centres sociaux, on sait, vous savez faire aussi porter ce type de projet, que ce soit deux centres sociaux ou en consortium, c'est le mot un peu à la mode, ce qui a été les premières phases des centres sociaux connectés, ça a été des briques territoriales portées par un centre social avec d'autres centres sociaux. On y allait parce qu'il y avait cette opportunité de massifier, qu'il y avait le programme REACQ dans le cadre des fonds européens liés à la période du Covid. Donc on y allait, on vous a demandé si on devait y aller également, c'est-à-dire que les centres sociaux ont été d'accord pour dire que oui, collectivement,
la fédération devait emmener une dynamique des centres sociaux sur le territoire. On y allait, et une deuxième phase qu'on a renégociée. Il n'était pas évident, parce que ce n'était pas la règle de dire que les fonds européens, et notamment le FEDER, sont là pour impulser, expérimenter. Donc là, on nous a laissé du temps, 2017-2025, pour impulser. Voilà, maintenant, je sais que les uns et les autres, parce qu'il y a des collègues qui ont été embauchés, qui ont envie de continuer cette belle aventure. En fait, certainement pas de continuer avec la même envergure, hein, puisque c'est quelques millions d'euros sur je m'assois à un moment. C'est quelques millions d'euros sur notre réseau en 8 ans. On n'arrivera pas forcément à aller chercher autant d'argent de la même manière. Il faut quand même que Alexandre et Christine ont posé peut-être des premières pistes, notamment, et on est aussi convaincus qu'on est le lieu de transition, c'est-à-dire qu'il s'est emparé de la transition numérique, on s'est emparé de la transition autour du passage à la retraite, on s'empare de manière très active, chaque centre social de département, de la transition écologique, mais on se dit qu'il y a certainement des choses à réfléchir à partir de cette expérimentation-là, comment on devient ces lieux de la transition, comment on fait comprendre également à nos partenaires qu'on est des lieux pour traiter ces transitions qui prennent de plein fouet nos concitoyens. Donc certainement qu'il faut aller gratter ça. Il y a aussi nos partenaires habituels, c'est-à-dire comment à partir de tout ce qu'on a fait pendant ces années-là, on va montrer à une ville, on va montrer à une CAF locale, on va montrer au département, on va montrer à la MSA quand on est sur un territoire rural, on va monter à la CARSAT dans nos actions qu'on travaille autour du passage à la retraite notamment et de cette fracture numérique chez les seniors. Bref, il y a un certain nombre de pistes. On va essayer aussi comment les comités de communes. Et on est sur un territoire où finalement la communauté de communes de la CAP a pris, en tout cas, est un peu exemplaire, parce que aussi vous avez été hyper volontariste sur le territoire à dire qu'il faut aller aussi chercher la communauté de communes, la CAP dans ce projet-là. Je pense qu'il faut qu'on réussisse à le faire sur l'ensemble des communautés de communes. C'est pas si évident que ça, mais voilà, les pistes, elles sont là. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse traiter de manière collective, même si on a notre part, mais vous avez aussi votre part, centre social par centre social, territoire par territoire, pour que l'aventure continue, pas forcément de la même manière, mais d'une autre manière. Voilà ce que je voulais dire. De nouveau, félicitations à tous. Quand on parle de transition également, je ne voudrais pas réinsister puisque Monique en a parlé, on peut rentrer aussi dans une transition politique importante, tout ce qu'on a mené aujourd'hui, c'est-à-dire comment les habitants vont mieux, comment on travaille sur les principes d'égalité, de fraternité, etc. Tout ça peut être bousculé dans les semaines qui viennent. Et donc, je pense qu'on a aussi notre rôle à jouer pour que cette belle aventure des centres sociaux de fraternité, à travers le numérique, à travers la transition écologique et d'autres sujets, puisse perdurer sur nos territoires. Voilà, je découvre d'habitude. Merci Thierry. Et du coup, nous pourrons dire que ce copil est clôturé et que nous pourrons aller voir le verre de l'amitié.